Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape 13. On va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec le bilan des Bleus, top flop comme d'habitude. Et puis voilà, voilou. Puis la note de l'étape également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui dans cette étape. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire en ce début de vidéo, on commence tout de suite. Je pense que ça va être une vidéo là aussi assez courte comme hier, mais pas pour les mêmes raisons. C'est qu'il s'est pas passé énormément de choses aujourd'hui. Une fois que l'échappée est sortie, bon, il y a eu une petite... un petit moment de mano à mano, on va dire, un moment entre Bike Exchange et le peloton. Mais ça a été, il y a eu la chute de Caleb Ewan qui a changé bien entendu la course parce que s'il n'y a pas la chute, l'auto roule. Et la surprise aussi de fin de journée de voir peu d'équipes collaborer avec Bike Exchange. C'est là aussi assez surprenant. Donc voilà, c'était une étape de transition. Et j'ai retrouvé un petit peu le phénomène des étapes de transition qu'on avait notamment parfois dans les années 2000, c'est-à-dire avec voilà, un peloton qui n'arrive pas à rentrer malgré des bonnes volontés. Et avec devant des bons coureurs, parce que c'était une belle échappée. Hein. Devant, on avait quand même Ghana, Kung, Pedersen, Quinn Simons. C'est bien, c'est que les deux mecs que j'avais mis quand même de Trek étaient dans l'échappée. Alors Pedersen, moi je l'avais mis plutôt pour un sprint. Mais comme quoi, il gagne aujourd'hui, je suis plutôt content. J'avais mis Quinn Simons. Et donc, ça a été assez intéressant pour cette étape. Aujourd'hui. On va revenir sur tout ça. La note de l'étape, j'ai mis 12 sur 20. C'est une étape intéressante, sans plus, en fait. Alors, j'ai pas mis moins parce qu'il y a quand même la bagarre en début de journée et que vous avez quand même 2-3 attaques, on va dire, en fin d'étape. Et puis, il y a cette mano à mano, on va dire, entre Bike Exchange et le groupe de devant. Mais en fait, à part ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur cette étape. C'est un peu le scénario qu'on pouvait penser. Un des scénarios prévisibles, c'était que ça arrive en échappée parce que les équipes de sprinters sont fatiguées, parce que les sprinters sont fatigués. Puis en plus, si ces sprinters-là tombent dans des virages, c'est sûr que ça n'aide pas. Mais voilà, 12 sur 20 parce que bon, j'ai regardé, mais c'est un peu les étapes du train-train quotidien du Tour de France. Bon, c'est peut-être à peu près la même chose qu'on aura dimanche également du côté de Carcassonne. C'est pas sûr que ça arrive au sprint. Surtout si certaines équipes sont aussi motivées qu'aujourd'hui. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec le coureur dans l'échappée aujourd'hui, Stephen Kung. C'était bien tenté de la part de Kung, puis Groupama en plus avait pas réussi à prendre l'échappée hier, donc c'est vrai que c'était aussi intéressant. Puis ça récompense un petit peu Kung qui a fait pas mal de boulot aussi pour David Gaudu. Après, il en a manqué dans le final. Peut-être aussi que le travail qu'il a fait pour Gaudu sur certaines étapes lui a coûté de l'énergie à Kung. C'est vrai que si on avait eu du grand Kung, il pouvait être à la bagarre avec Pedersen. Ça nous aura rappelé un petit peu les championnats du monde en Grande-Bretagne, hein, parce qu'il y avait Kung qui avait fait 3 derrière Pedersen. Mais il manquait juste Trentin. Mais du côté de Kung, ouais, il en a manqué un petit peu, mais je pensais aussi. Il a fait pas mal d'efforts en tant qu'équipier. Les étapes de montagne ont fait extrêmement mal, il faut le dire. Les conditions climatiques aussi n'aident pas. C'est vrai que pour Stephen Kung, on a bien vu, hein, il a tenté de suivre l'attaque de Pedersen, la première attaque de Pedersen. Mais quand le groupe se scinde en deux, il n'a pas réussi à mettre de l'énergie. Alors ensuite, ils ont roulé, mais il fait quatrième, hein, il fait premier du deuxième groupe. Mais du côté de Kung, il a juste pas réussi à récupérer la petite cassure. Peut-être que s'il avait été dans la roue directement de Pedersen, il aurait peut-être pu
re-rentrer. Mais comme il était pas tout de suite dans la roue, je pense qu'il manquait un petit peu d'énergie pour Kung. Mais au moins, ça permet à Groupama de se montrer, on va dire, dans les échappées. Enfin voilà, là c'est une échappée qui pouvait aller au bout. Donc je pense que du côté de Groupama, c'était intéressant de mettre quelqu'un devant, que ça soit Kung ou Olivier Legac, mettre un des deux pour leur sortir un petit peu de leur train-train quotidien. Je pense qu'à Cahors, il y aura de nouveau un Groupama également, peut-être Olivier Legac, cette fois-ci du côté de Cahors. En flop, deux flops aujourd'hui. Je commence avec BNB Hotel. Pourquoi BNB Hotel? Parce que j'ai encore pas compris leur stratégie. Aujourd'hui, c'est une étape qui peut aller au bout. Enfin, c'est une échappée qui peut aller au bout, pardon. Étape qui peut aller au bout, ça veut rien dire. Dans l'optique, donc, on nous a dit qu'on n'a pas envie de passer pour des clowns. Je pense qu'aujourd'hui, si tu prenais l'échappée, tu passais pas pour un clown. Encore une fois, tu as un bon amour, qui est un coureur qui est capable, en plus, qui a une bonne pointe de vitesse. Un bon amour, on l'avait vu notamment à Paris-Tours. Au démarre, il avait souffert. Tu as également dans cette formation Alexis Goujard, qui a l'air d'avoir plutôt une bonne condition physique, ou même un Cyril Lemoine. Tu vas pas me faire croire qu'il n'y avait aucun de ces trois coureurs-là qui pouvait prendre l'échappée ce matin. Enfin voilà, il fallait prendre l'échappée. Alors, tu rates l'échappée, bon, ça arrive, mais tu as quand même une carte avec Mozzato, qui avait fait déjà un top 10, hein, c'est son deuxième top 10 sur le Tour de France. Donc tu te dis, pourquoi pas rouler pour Mozzato? Eh ben tu ne roules pas non plus. Quand la Bike Exchange avait deux coureurs devant le peloton, ils se sont pas dit, tiens, on va mettre un coureur, deux coureurs, mais ça aurait pu aider. De toute manière, Mozzato, il n'a pas de poisson pilote, donc tu mettais un coureur à rouler. Il n'y a plus personne qui joue le général en plus chez BNB Hotel, donc ça coûtait pas grand-chose de mettre quelqu'un à rouler devant. Eh ben non. Donc c'est encore plus surprenant qu'on n'ait pas tenté le coup de rouler pour Mozzato. C'est quand même... Enfin, tu rates l'échappée, bon ok d'accord, ça arrive. Bon là ça fait quand même quelques fois qu'il rate l'échappée, hein, ou qu'il saute assez vite de l'échappée. Mais si tu peux jouer au sprint, Mozzato il passe bien les bosses, bon bah tu joues sur Mozzato. Pourquoi ils n'ont pas joué sur Mozzato? Pourquoi ils n'ont pas aidé Bike Exchange? C'est que Bike Exchange il manquait pas grand chose, il manquait une équipe pour les aider, peut-être deux, mais au moins une équipe pour aider Bike Exchange, on serait au moins revenu à un niveau plus raisonnable. Quand t'es BNB Hotel, je pense qu'il faut jouer le coup. Tu gages de l'énergie, bon de toute manière. C'est pas comme si on t'avait vu à l'avant. Demain, il faudra être devant, hein, pour BNB avec bon amour, parce que sinon, là, ils vont encore plus passer pour des clowns. Mais c'est vrai que soit tu crois que Mozzato peut pas le faire, dans ce cas-là, il faut que tu mettes un coureur dans l'échappée. Soit tu considères que Mozzato peut le faire, et dans ce cas-là, faut rouler dans le final. Mais quand tu as un coureur qui est capable de faire troisième d'un sprint massif, là c'est le sprint du peloton, devant Dainese par exemple, faut y aller. Faut y aller, faut pas hésiter, faut rouler. Et là, ils n'ont pas roulé. De manière assez surprenante, donc assez déçu. Et puis, deuxième flop, Peter Sagan. J'ai l'impression que Peter Sagan n'est pas dans la même condition physique qu'au début de Tour de France. Alors peut-être aussi qu'il lui manque des jours de course à Peter Sagan, parce que je rappelle que Peter a eu quand même le malheur de choper la Covid. Et c'est vrai qu'il avait en plus eu des difficultés en début de saison, on l'avait dit plus d'une fois, avec des soucis. Et c'est vrai que là, techniquement, c'était quand même, je l'avais mis parmi mes favoris, c'était une étape pour Peter Sagan. Et ça ne l'a pas fait pour Peter, qui finit loin, hein, parce que Sagan finit 18. Lui, il finit... Bien entendu, ça me l'a renlevé, mais du côté de la totale, il finit à 147e à 20 minutes. J'ai l'impression que Peter Sagan n'est pas au top physiquement. C'est vrai que, bon, vous savez, je regarde toujours les vidéos Total Energy le matin. Moi, je les regarde pas le soir à la fin de l'étape, le matin. Et c'est vrai que moi, j'avais trouvé Peter Sagan très détendu. Donc, je me disais, ça a l'air de bien se passer en montagne, quoi. Tu vois, il a l'air de gérer les écarts.
Autant il y a des coureurs qui semblaient complètement lessivés, notamment Turgis qui semble très fatigué, autant Sagan, ça avait l'air plutôt d'aller, je trouve, au niveau de la manière du visage, ce genre de choses. Bien entendu, quand il parle, il est toujours en mode détente, Sagan. Même au niveau du visage, j'avais l'impression que c'était plutôt pas mal. Et là, aujourd'hui, non, pas du tout. 20 minutes, lâché très tôt en plus, hein, c'est-à-dire qu'il fait partie quand même des premiers sprinteurs lâchés. Donc c'est inquiétant, parce que normalement, c'est un coureur qui passe bien les bosses. Peut-être malade, peut-être la chaleur. C'est vrai que là, on est quand même sur des conditions qui sont difficiles. Physiquement, hein, je pense qu'on est sur l'un des tours où la température est la plus haute aussi. Il faudra bien regarder depuis 2003, parce qu'on n'a pas eu on a eu un jour de pluie au départ, et puis depuis, ça enquille les jours de soleil et les jours à forte température. Et c'est vrai que pour Peter, là aujourd'hui, ça s'est pas bien passé. Donc voilà, déçu. Déçu parce que je m'attendais à mieux de la part de Peter Sagan pour une étape comme ça. Je pense qu'il avait les qualités pour. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, le vainqueur aujourd'hui, Mats Pedersen. Ça a été du tableau noir pour Pedersen. Alors déjà, on peut saluer encore le travail de Quinn Simmons, qui a fait un gros travail pour que Pedersen puisse garder l'énergie dans le final. Et puis après... personne n'a réussi à le mettre en difficulté, c'était le plus fort du groupe, Pedersen, et voilà, c'est une sacrée perf quand même du Danois. 3e victoire pour les Danois sur ce Tour de France, pardon. Mais là, Pedersen, il était intouchable aujourd'hui. Enfin, quand on voit la puissance qu'il a dans le final, il fait quand même un sprint de 300 mètres. Fred White est dans la roue, mais il peut pas, il est complètement lâché dès le départ du sprint. Quand il fait l'attaque, qui redivise le groupe en deux, il est intenable. Et pourtant, c'est le mec qui a été animateur de la journée, il part dès le kilomètre 0. C'est-à-dire c'est lui qui a fait la première attaque, et dans le premier groupe de 3, derrière, donc ce groupe-là se fait rattraper par un autre groupe de 3, notamment avec Fred White. Ça fait donc le groupe, par un groupe de 4, même parce qu'ils étaient 7. Ils sont rattrapés. Et putain, Pedersen, intouchable. Et pourtant, Pedersen, la chaleur, c'est pas forcément sa spécialité. Et on le voyait notamment sur le maillot à l'arrivée, les traces blanches sont le sel de la transpiration. Et il a pris énormément de bidons. Je le regardais sur les images que voulait nous montrer Anthony Forestier. Beaucoup de bidons. Parce qu'il y a... pour revenir encore à la réalisation magnifique, on a eu quand même un super moment de télévision où, je sais pas, il y a eu au moins 30 secondes d'un plan de caméra où on passe d'un groupe de lâchés au peloton et on décide pas de passer, je sais pas, au groupe de tête. Je sais pas quel était l'intérêt de ce plan, c'était pour nous montrer l'écart, mais bon, on savait bien qu'ils allaient pas revenir, ces coureurs-là. Je vois pas quel était l'intérêt de faire ce plan de caméra-là, et surtout, il a duré 10 plombes, ce plan de caméra-là, alors que, bon, tu montrais 3 secondes, on voyait bien que les mecs, ils étaient lâchés, bon, la course se déroule pas là, ça se déroule devant, surtout que c'était pas des mecs qui jouaient totalement la victoire. Enfin voilà, grande surprise. Mais Pedersen, il a été fort toute la journée, c'est lui qui fait la première attaque. Là, il mérite le prix de meilleur combatif aussi, parce que c'est lui qui fait l'attaque dès le kilomètre 0. Donc belle performance de la part de Pedersen. J'espère qu'on le verra maintenant sur des sprints. Alors, je l'avais mis parmi mes favoris. Faut quand même bien signaler que je pensais à un sprint pour Pedersen. Je pensais pas à une échappée. Mais voilà, c'est un coureur surprenant. Il faut toujours se méfier des Danois. Je vais pas parler de Fred White, mais juste rapidement, Fred White, parce que c'est vrai qu'hier, par exemple, j'ai pas parlé de Louis Meintjes. Fred White, ça a été plutôt une belle étape pour lui. Après, sur le sprint, il peut rien faire face à Pedersen. C'était le meilleur des autres. Je trouve quand même qu'il fait une belle année, Fred White, depuis le Tour de Croatie. Ça y est, l'année dernière, je trouve qu'il fait quand même des bons résultats. Et pour le moment, c'est la seule satisfaction quand même chez Bahreïn. Parce que Caruso... Luis Sanchez un petit peu, mais Caruso par exemple ça a été dur. C'est vrai que des satisfactions chez Bahreïn pour le moment, on n'en a pas énormément. Je continue avec Hugo Houle. C'est un bon coureur qui a souvent eu le rôle d'équipier, qui a souvent eu un rôle ingrat, un rôle de l'ombre. Chez Israël c'est également le cas, il a parfois un rôle de l'ombre, Hugo. Mais là, ça montre que c'est un coureur qui a toujours une belle endurance, une belle résistance. Il a quand même fini tout seul Paris-Nice.
C'était le seul de son équipe, je rappelle, à la 13e place, du côté de Paris-Nice, 12e de l'Étoile de Bessèges, 4e de l'étape 2 du Tour du Pays Basque. Puis après, pas mal de fois, il a été équipier. Il n'a pas de grands résultats dans sa carrière de victoire chez les professionnels, mais c'est un coureur qui est très important dans les équipes où il est passé. Il a souvent eu un rôle important d'équipier, que ce soit chez G2R, Astana ou même Israël. Il a toujours eu un rôle important, et je trouve que chez Israël, c'est vrai qu'on le revoit peut-être un peu plus dans un rôle de baroudeur qu'il avait un peu lâché, parce qu'il avait d'autres... Enfin voilà, on lui demandait également autre chose. Il avait d'autres obligations, pas toujours en adéquation avec le fait de partir en échappée. On lui donnait surtout un rôle d'équipier. Et là, c'est vrai que pour Hugo, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Il fait du bon job, il roule correctement. Après, dans le final, quand tu tombes face à Fred White et Pedersen, surtout Pedersen, tu sais que tu n'as aucune chance. Donc, il a un peu couru pour faire 3e. Alors, on va pas se mentir, il a pas couru pour faire la gagne. Mais bon, en même temps, pour Israël, on va pas cracher sur 25 points UCI. Et puis, pour Hugo, ça fait quand même une 3e place, c'est quand même un bon résultat. Ça montre qu'il est en forme, puisqu'il avait fait 15e également du Tour de Suisse. Et puis voilà, on le revoit un peu aux avant-postes, et ça c'est aussi intéressant, ça fait du bien de revoir Hugo Holo aux avant-postes. Puis ça reste l'un des meilleurs représentants du Canada, c'est vrai, ça reste un très bon coureur. C'est vrai que du côté du Canada, cette année on voit un peu plus Hugo Holo que Guillaume Boivin notamment. On passe à Van Aert, juste pour finir. C'est bien Van Aert, des points de prix au niveau du classement du maillot vert, alors que très clairement, c'était pas foncièrement l'objectif de la journée, je pense. L'objectif, c'était plutôt de contrôler pour Vingegaard. Et en même temps, il prend quand même la victoire du sprint final. 333 points. Je ne sais pas quel est le record du nombre de points avec ce barème-là, avec le barème, on va dire, moderne au niveau du maillot vert, mais je pense qu'il ne doit pas en être loin, parce que là, on est vraiment sur une domination complète sur ce classement du maillot vert. Et c'est vrai que Wout, pour le moment, alors le maillot vert, ça semble déjà bien acquis, mais on sent que c'est quand même un compétiteur avant tout, parce qu'il y va jusqu'au bout, quoi. Il y a eu une opportunité, il la prend. Et puis après, du côté de la Jumbo, ça a été plutôt une journée tranquille. L'échappée n'était pas dangereuse, même si elle a mis un peu de temps à sortir. On peut noter quand même que Alpecin de Koninck a fait un énorme travail en début de journée pour contrôler une échappée qui lui convienne. En fin d'étape, il y a eu un gros travail de la back end chain. Donc en fait, ils ont roulé 10 km en tête de peloton. Bon, ça va, 10 km sur une étape comme ça, c'est plutôt bien fait de la part de la Jumbo qui n'a pas eu de personnes dangereuses. C'est une étape encore de fait, il en reste plus que 7 ou 8 désormais pour la bike chain, pour Jumbo, donc c'est plutôt bien. J'ai du mal ce soir dans cette vidéo. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Filippo Ganna. Je m'attendais à un peu mieux de Ganna, surtout je me disais, les fortes températures, moi je me souviens sur le Giro, ça avait pas l'air de l'handicaper, mais dans le final, plus d'essence dans le moteur, blackout complet pour Ganna qui finit à 6e et sans même sprinter pour la 4e place, les jambes étaient trop dures. Quand Pedersen a changé de rythme, c'est le premier à avoir dit non, je peux pas suivre. C'est dommage parce que je pense qu'avec Kungs et Pedersen, c'était les 3 moteurs de l'échappée. C'est dommage que du côté de Ganna, il n'ait pas pu suivre. Peut-être aussi que le travail qu'il a effectué dans les Alpes, les délais, pas simples, c'est quand même un grand gabarit. Ganna n'ont pas aidé le coureur italien. C'est pas 2 jours d'affilée du côté d'Ineos, mais ça montre quand même le fait qu'on ait des Ineos à l'avant de la course que
cette année chez Ineos, on court différemment d'habitude. C'est vrai qu'avant on était habitué à Ineos à mettre personne dans les échappées, à ce que tout le monde soit autour du leader. Là, cette année, c'est vrai que on a vu Pidcock, mais on a vu Castroviero également. C'est voilà. Enfin, tenté Castroviero. Mais on voit bien que cette année on court différemment et qu'on n'a pas forcément hyper confiance en ses leaders. Et ce qui fait que on essaye aussi de se montrer par d'autres moyens. Et Ghana, aujourd'hui, il y avait une opportunité. C'est vrai qu'on m'avait dit dans les commentaires, est-ce que tu penses que Ghana peut aller au bout? J'avais dit, l'avantage de l'étape aujourd'hui par rapport à demain, c'est qu'on n'a pas des gros pourcentages. On a des pentes qui sont plutôt régulières, pas trop fortes en termes de pourcentage. Donc c'est vrai que j'avais dit, un rouleur peut aller au bout, peut faire du bon job aujourd'hui. Et ça a été le cas parce que c'est vrai que Ghana fait quand même du bon boulot, mais j'ai été déçu que ce soit le premier à lâcher dans l'échappée. Je poursuis avec Caleb Ewan. C'est pas son année à Caleb Ewan, hein. Il y a des mecs comme ça, ils se réveillent, ils se réveillent en 2022, c'est pas leur année. Alors, c'est vrai que ces chutes là, alors la chute, j'ai pas vraiment compris, parce que tout droit dans un virage, le virage avait pas l'air technique, alors peut-être des gravillons. C'est vrai que les routes n'étaient pas toujours dans un état fantastique. Mais bon, du côté de Caleb Ewan, normalement, tu dois réussir à tenir ton vélo quand même un minimum. Est-ce que c'est pas aussi un manque de confiance suite à ces chutes sur le Giro? Et c'est vrai qu'il s'en est pris quelques-unes des chutes là sur les 2 dernières années. Caleb Ewan. Derrière, douleur au genou, ça c'est inquiétant pour la suite de ce Tour de France. Mais j'ai envie de dire que de toute manière, Caleb Ewan, c'était pas forcément assurance tout risque aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que face à Van Aert, face à d'autres, ça aurait été compliqué. Ça change foncièrement la physionomie de la course parce que derrière, l'auto a décidé d'arrêter de rouler et c'était les seuls à rouler, on va dire qu'avec Bike Exchange. Mais et Quick Step. Mais dommage pour Caleb Ewan qu'il n'ait pas réussi à aller au bout de cette étape dans le groupe de tête. Parce que ça aurait peut-être changé la physionomie de la course et on n'aurait peut-être pas eu 3 minutes 30 au haut de la dernière bosse. Ce qui a un peu condamné le peloton en laissant cette avance-là à des mecs comme Ghana, Kung, Pedersen, même Fred White. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc oui, c'est pour ça que le peloton n'est pas revenu. Mais c'est dommage pour Caleb Ewan et c'est vraiment pas son année. Surtout sur les grands tours. Pour l'instant, 0 victoire, un seul podium. Non, 2 podiums, je crois, sur le Giro. Je dis peut-être une bêtise. Mais ouais, puis il enquille les chutes quand même. Ça aussi, il faudra réfléchir à travailler là-dessus parce que c'est vrai que cette année, c'est au moins la deuxième importante. Et là, vraiment, celle-là, je pense qu'il y avait les moyens d'éviter. Et puis, quand même, Caleb Ewan nous a animé la journée avec cette action, avec le directeur sportif de Koninck, de Alpecin de Koninck, qui a tenté d'éviter le barrage des commissaires. En fait, ils se sont mis à deux. Il y avait la voiture de la Lotto qui bloquait la moto des commissaires pour pas qu'elle voie que Caleb Ewan était complètement à l'aspiration et protégé derrière la voiture de Alpecin. Bon, ça n'a pas marché, on va pas se mentir. Et quand le commissaire a vu le mec d'Alpecin, il a vraiment gueulé. Et il y a eu une magnifique chanson de gestes, comme on pourrait dire, entre les deux. C'était assez drôle. Ça a animé un petit peu cette journée. Et puis je termine avec les flops. Alors j'ai mis Intermarché parce que ça fait partie de ces équipes. J'ai pas compris pourquoi Intermarché n'a pas roulé aujourd'hui quand tu as Pasqualone, quand tu as Alexander Christophe. Enfin, t'avais des possibilités quand même de faire un bon résultat aujourd'hui. Surtout que tu avais mis personne dans l'échappée. Pourquoi ils n'ont pas roulé avec Bike Exchange? Enfin, eux, DSM roule pas. Bon, tu peux te dire, ils protègent aussi Romain Bardet. Quick Step. Là aussi, Quick Step, certes, ils avaient perdu Jacobson, mais tu avais toujours le champion de France. Donc, on connaît sa vitesse à Sénéchal. Donc, pourquoi tu n'as pas roulé pour Sénéchal? Je trouve quand même que, en passant chez Quick Step, on fait rarement confiance à Sénéchal. Sénéchal a souvent un rôle d'équipier, mais en tant que leader, même sur les classiques, on lui fait rarement confiance et il est souvent obligé de travailler pour les autres. Il est rarement... il a rarement une domination de ses ambitions personnelles.
on va dire. Et il se met souvent au service des autres. C'est dommage. Mais c'est vrai qu'Intermarché aurait dû rouler. BNB Hotel, on en a parlé avant, mais aurait dû rouler. Même la Bora, c'est vrai qu'il y avait peut-être quelque chose à tenter aujourd'hui. Toutes ces équipes-là n'ont absolument pas roulé. C'était pas à Van Aert de rouler. Jumbo, ils doivent défendre le maillot jaune, ils n'ont pas que ça à faire. Et Bike Exchange, ils ont roulé toute la journée. Personne ne les a aidés dans le final, alors que je pense qu'il y avait des coureurs qui pouvaient vraiment faire un bon résultat sur cette étape et qui vont peut-être avoir des regrets ce soir parce qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux s'ils avaient mis des gens à rouler. Après, c'est sûr que quand il y avait 3 minutes 30 au bout de la dernière bosse, c'était fini quoi. Vous savez que c'était fini pour la gagne, mais c'est vrai que très surpris que certaines équipes n'aient pas décidé de rouler, alors que quand tu as Pasqualone, quand tu as Dainese, Dainese après encore une fois c'est la DSM, mais quand tu as Mark Waller, quand tu as Christophe, quand tu as encore même Boissonhagen sur cette étape du côté de la Total, je pense que on aurait pu mettre des gens à rouler, ou même Amaury Capiot pour Arkea. Je pense qu'on pouvait mettre des gens à rouler sur cette étape pour tenter d'aller chercher la gagne. Bon, on a décidé autrement. Après, certaines équipes, il ne faudra pas qu'elles se plaignent si à la fin du Tour de France, elles n'ont pas de victoire d'étape. Ça, je dis toujours, la possibilité qu'il y ait 21 équipes différentes qui gagnent des étapes du Tour de France, elle est quand même assez réduite. Donc il y a toujours des équipes qui sont très déçues de ne pas gagner. Mais en même temps, là, beaucoup d'équipes ont mal couru. C'est vrai que je pense que Quick-Step, que Intermarché aurait dû rouler pour le final. Bon, ils en ont décidé autrement. Bon, Pedersen est content grâce à ça. Ce soir, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mais si c'était un format un peu plus raccourci, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Demain, j'espère qu'il y aura un peu plus de spectacle dans l'étape avec l'arrivée à Mende, présentation 7h30, débrief dans la soirée, à partir de 21h, comme vous le savez. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!